Nous sommes samedi 6 décembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur Chirfla Télévision. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité. Le mémorial Modibo Keïta a abrité ce samedi 6 décembre la cérémonie de présentation du livre Ma généalogie de Mariam Fofana. Cet événement littéraire a permis à l'auteur de partager avec le public son parcours et les recherches qui ont abouti à la rédaction de cet ouvrage qui retrace l'histoire de toute une lignée. Voyons les détails avec Khadija Traouri. Le livre Ma généalogie est un témoignage émouvant de l'histoire de la famille de l'auteur qui explore les racines et les traditions de sa famille. La présentation a été l'occasion pour Haïdara Mariam Fofana de partager ses découvertes et ses réflexions sur l'importance de la généalogie et de la mémoire collective. Je n'avais même pas l'intention d'écrire un livre. J'avais l'intention de faire un document à présenter à mes enfants pour qu'ils connaissent mon papa. Donc, c'est pourquoi tout ce que je vous ai dit là, j'ai fait ça pour que mes enfants sachent qui je suis. Parce qu'eux, ils me connaissent. Ils connaissent mon papa, mais ils ne savent pas qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Et je leur ai dit, je vais faire ça. Si jamais je réussis dans ça, je vais faire la même chose pour le mari, les parents de mon papa, de mon mari. J'ai commencé ça aussi. Je suis peut-être à 15 pages. Juste pour que mes enfants sachent qui je suis, d'où je viens. Plusieurs acteurs de la littérature ont pris part à cet événement enrichissant qui a permis de mettre en lumière l'importance de la préservation de l'histoire et de la culture. Ce travail qu'elle a fait, c'est un travail de mémoire. C'est quelque chose qu'elle laisse à la postérité. Du coup, Madame Haïdara tombe dans le monde de l'immortalité. Elle devient immortelle. Ce livre va traverser les siècles. En tant qu'éditeur, je profite pour vous demander d'écrire, de laisser des traces. Le livre est beaucoup plus important qu'une grosse voiture, qu'une grosse maison. Un tremblement de terre fera écrouler tous les bâtiments, mais le livre va rester. Je félicite la qualité du livre d'abord. Si chacun avait fait ainsi, on se serait retrouvé sur le même arbre généalogique. Donc vraiment, merci beaucoup, félicitations, nous sommes très fiers de vous, chère madame, et nous vous souhaitons longue vie et toujours meilleure santé pour nous offrir d'autres choses. La présentation du livre Ma généalogie est un moment fort de la vie littéraire malienne qui témoigne de la richesse et de la diversité de la production littéraire du pays. Au cours de cet événement, une minute de silence a été observée en la mémoire des illustres disparus. Direction la famille chérifienne où s'est tenue la cérémonie de lancement des activités commémoratives de l'anniversaire de Seyda Fatma Zahra, sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie ayant drainé plusieurs militants Ansar et membres chérifiennes s'est tenue dans la résidence chérifienne. L'initiative est portée par l'épouse du guide spirituel des Ansar, Haïdara Fatmata Traoré. Sadio Silibé pour les reportages. L'éducation des enfants à la lumière de Seyda Fatima Zahra face aux défis des réseaux sociaux est le thème retenu pour cette édition 2025 à l'occasion de l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Objectif mettre en lumière la vie de la sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Seyda Fatima Zahra, au public. L'initiative est portée par tante Fatimata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, qui organise chaque année à la même période cette activité commémorant la naissance de Seyda Fatima Zahra. Compte tenu de la pertinence de la thématique, les conférencières ont tenu en haleine le public pendant plusieurs heures pour expliquer le vécu et la vie de la sainte fille du saint prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Le thème de cette année porte sur l'éducation des enfants à la lumière de Seyda Fatima Zahra face aux défis des réseaux sociaux. Donc c'est sur ça que nous avons tenu la conférence en langue nationale Bambara
pour permettre quand même au maximum de s'imprégner sur les bonnes voies de Fatima Zahra, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un rivage quand même sans frontières et qui nuit à l'éducation de beaucoup d'enfants à l'ère où nous sommes. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont pris ce thème cette année pour que nous puissions donner la conférence sur le thème et sensibiliser le maximum de femmes pour qu'elles puissent être des relais dans le quartier et dans les familles pour quand même que nos enfants puissent marcher sur le bon chemin en utilisant les réseaux. Nous invitons tout le monde à venir nombreux pour la célébration bénie de la naissance de Seyda Fatima Zahra les 10 et 11 décembre 2025. Et puis nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah récompense Madame Haïdara et toute la famille chérifienne et que cette célébration soit pour nous et notre pays une source de paix et de prospérité. Outre la vue de la noble fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les sujets qui fassent aujourd'hui est l'éducation et le respect parental. C'est pourquoi la conférence a été accentuée sur ces thèmes pour sensibiliser davantage les femmes et les jeunes filles au respect de leurs époux et parents. Nous sommes très contentes aujourd'hui d'être ici. Comme chaque année, on apprend beaucoup avec l'anniversaire de Seyda Fatima Zahra. Comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la conférence qui a pour thème l'éducation des enfants à la lumière de Seyda Fatima Zahra face aux défis des réseaux sociaux. La conférence était très instructive. Nous avons compris beaucoup de choses, nous avons tiré beaucoup de leçons concernant les principes d'éducation de Seyda Fatima Zahra qui repose l'équilibre sur le dialogue, l'affection, la discipline, tout en établissant des limites claires concernant l'usage des écrans. Donc nous sommes très émus pour le thème choisi par Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. Chaque jour, nous apprenons avec l'anniversaire de Seyda Fatima Zahra. Et bien que Seyda Fatima Zahra ait vécu à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, mais elle est un modèle intemporel avec son approche, les principes fondamentaux de son approche éducative. Donc, elles peuvent servir de modèle inspirant pour les parents d'aujourd'hui. Fatima Zahra n'a fait que donner des bons exemples. Fatima était une bonne épouse. Fatima était accrochée à la religion. Fatima était généreuse. Elle était sage. Elle était très humble. Donc Fatima, c'est une école dans laquelle nous devons nous inscrire. Nous devons inscrire nos familles. Et Fatima, elle avait de l'affection pour son papa qui est le prophète, paix et salut sur lui. Elle avait également du soutien à son père, le prophète, paix et salut sur lui, jusqu'à le prophète l'appelait la mère de papa. C'est-à-dire Abéa, ça veut dire la maman du père. Donc ce qu'on nous demande aux femmes aujourd'hui, c'est d'encourager les filles à être aux côtés de leur papa, à soutenir leur papa dans n'importe quelle situation parce que ça donne la force aux chefs des familles. Notons que pour cette édition 2025, la grande cérémonie commémorant la naissance de la noble fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aura lieu le jeudi 11 décembre 2025, qui marquera ensuite une série d'activités pendant plusieurs jours. Toujours dans le même registre, engagé à soutenir les initiatives et œuvres de sa présidence d'honneur Haïdara Fatoumata Traoré, le groupe Ahiba Fatima Zahra a procédé au nettoyage de la mosquée chérifienne, comme il est de coutume tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de Fatima Zahra, sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était ce samedi. Voyons cela avec Samaïra Sanogo. Il est environ 8 heures dans la grande mosquée chérifienne.
L'ambiance est au beau fixe. Le courage et la motivation au rendez-vous sous un soleil brillant. Voilà l'atmosphère sous laquelle les membres et sympathisants du groupe Aïbaou Fatima Zahra, avec à leur tête sa présidente d'honneur Aïdara Fatoumata Traoré, sont venus de divers horizons pour respecter une tradition instaurée depuis belle lurette. On s'est promis de venir laver la mosquée du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la personne de Cheikh Ousmane Madani Aïdara et pendant la semaine de l'anniversaire de sa grand-mère Fatoumata Zahra alayhi salam. Voilà, c'est cette activité qu'on est en train de réitérer aujourd'hui encore. Laver la mosquée, la nettoyer et l'encenser. Du haut jusqu'en bas, jusque dans la rue, jusqu'au goudron. On lave, on nettoie. Il s'agit pour les membres du groupe Aïbaou Fatima Zahra de nettoyer la grande mosquée du guide et cela dans le cadre des festivités commémorant la naissance de la fille bien-aimée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Un sentiment de satisfaction parce que c'est une activité que Mme Aïdara Fatima Traoré a initiée. Donc, elle aussi, elle est en train d'imiter son homonyme à la demande de Cheikh Ousmane Madani Aïdara, son époux. Donc, qu'on se trouve dans cette activité, dans ce groupe, c'est une fierté pour nous et un honneur. On la remercie de nous avoir ouvert les yeux et on fait beaucoup de bénédictions. D'abord à son mari, Cheikh Ousmane Madani Aïdara, à toute la famille chérifienne et elle aussi, longue vie, beaucoup de bonheur et de santé. Et vivement l'année prochaine. Cette activité de grande salubrité se tient presque toutes les années. L'occasion est tout de même idoine pour les participants de renouveler leur affection à la famille chérifienne. Pour le cas de ce matin, c'est la journée de salubrité dédiée à l'entretien et au nettoyage de la mosquée chérifienne, comme de coutume. Donc les militants sont sortis massivement et sont tous motivés. Toutes ces activités rentrent dans le cadre des actions de bienfaisance et surtout de l'amour, de l'affection des Ahlul Bayt, de notre tante Aïdara Fatoumata Traoré, et qui ne ménage aucun effort pour le parrainage de cet anniversaire chaque année. Donc je profite de votre micro pour remercier tous les travailleurs, hommes comme femmes. Satisfait de la motivation des membres et sympathisants du groupe Aïbaou Fatima Zahra et surtout de la qualité du travail abattu ainsi que de son apport pour le bien-être des fidèles, les participants se réjouissent. Les militantes sont massivement sorties et pour prendre part à cet événement, vraiment, ils sont motivés. Vous-même, vous voyez, vous avez vu les gens, ils étaient très motivés vraiment, franchement. Même si c'est pour toute la semaine, nous sommes prêts à nous sacrifier pour la sainte famille du saint prophète, paix et salut sur lui, ainsi que sa sainte fille Al-Batoul. Je salue les guides spirituels des Ansar et notre cher papa, Seyid Chérif Ousmane Madame Aïdara, ainsi que toute sa famille, mais plus particulièrement notre maman, Madame Aïdara Tanti Fatoumata Traoré. Elle a beaucoup fait pour la famille du saint prophète, paix et salut sur lui. Vraiment un grand merci à elle. Créé pour promouvoir les idéologies de sa présidente d'honneur Aïdara Fatoumata Traoré, le groupe Aïbaou Fatima Zahra s'adonne à des pratiques du genre toutes les années dans le souci de rendre propres les locaux de la grande mosquée du guide spirituel de Zansar. Ainsi, l'occasion a été mise à profit par les participants pour nettoyer la mosquée dans son ensemble en passant par les coins et recoins, le tout couronné par l'encensement des lieux. Page noire de ce 18h, le patriarche El Hadj Hamé Niang a été inhumé le vendredi 5 décembre à la résidence Niang de l'Égal Ségou. Voilà, autorités administratives, leaders religieux et fidèles de divers horizons sont venus rendre un dernier hommage aux défunts d'illustres. Nos envoyés spéciaux avec les commentaires de Moussa Fomba.
Après la cérémonie officielle, dans la matinée du vendredi, place à celle religieuse en présence des fidèles venus de divers horizons. Dans une parfaite communion, les musulmans ont accompli la prière mortuaire sur l'illustre disparu El Hadj Amenyang. Le défunt est ensuite inhumé à sa résidence du quartier légal Ségou. Vous savez, le vieux Amenyang était vraiment un patriarche. Il était un symbole de l'unité. Il était un symbole de l'amour. Moi, je l'ai connu il y a 50 ans. J'ai commencé d'abord, avant d'aller à l'information, comme enseignant à Caille. Depuis 1975, j'ai intégré cette famille-là. Et le vieux, c'est-à-dire, il est extraordinaire. Pour l'avoir côtoyé et l'avoir connu, tout ce qu'il a fait dans sa vie est irréprochable. Un homme rassembleur, un philanthrope, un homme qui aimait son pays. Il avait le Mali dans son cœur. Moi, particulièrement, chaque fois qu'il me voit, il me dit « Papa, comment va le Mali ?» Moi, je lui dis « Grâce à vous, le Mali ira bien, le Mali va bien. » Et il était très content. En un mot, le vieux Amenyang était un monument pour l'Afrique, pour le monde entier. Parce que Amenyang, ce n'est pas le Mali seulement. Pour qui le connaît, il a des relations dans le monde entier. Donc il a servi tout le monde. C'est-à-dire pour lui donner, il a l'habitude de dire, donner ne rend jamais pauvre. Ça c'était son slogan. Donc il aimait donner. Il aimait aider les pauvres, les proches. Et il a aimé particulièrement sa famille. Puis Caille, qui est sa ville natale, et le Mali en entier. Et il a prêché toujours l'attente, la cohésion. Il a toujours cherché la paix pour ce pays-là. Le patriarche El Hadj Amenyang laisse un grand vide derrière lui et une grande communauté qui perd son baobab. La journée est aussi consacrée aux bénédictions et invocations pour son repos éternel. Le ministre a eu à le dire ici. Dès qu'on a appris son décès à Dakar, le gouvernement était ébranlé. Parce qu'il était l'un des conseillers du pouvoir. Donc le gouvernement a tout mis en œuvre pour vraiment que les obsèques soient des obsèques dignes de ce nom. Le ministre l'a dit. Amenyang, il était un conseiller pour tout le monde. Et il a été un conseiller pour tous les administrateurs, les gouverneurs qui sont venus ici. Il a collaboré avec tout le monde. Il n'a jamais pris parti. Et il n'avait pas de langue de bois. Et il a toujours dit la vérité. Et il a toujours prêché la vérité. On remercie le gouvernement pour avoir investi tous ses moyens. Alors pour vraiment un fils comme Amenyang, un homme digne, un homme qui est mort avec sa patrie dans son cœur. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué vraiment à la bonne marche des obsèques. La population de Caille, tous ceux qui sont venus de toutes les régions du Mali, de la sous-région, pour ne pas citer un pays, toute la sous-région était représentée. Donc cela montre déjà l'importance de l'homme. Et nous prions pour sa famille. Et nous prions pour notre Père également, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. El Hadj Amenyang laisse derrière lui une progéniture durement éprouvée, plusieurs enfants, petits et arrière-petits-enfants. Qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille dans son majestueux paradis Firdaus.
Amen, que la terre lui soit légère. Et merci à toute l'équipe de Chérifla Télévision présente à cette cérémonie d'obsèques. Nous voyons avec Moussa Fomba ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images et en bref. Un peu plus d'une semaine après le coup d'État du 26 novembre, le pouvoir militaire en Guinée-Bissau franchit une nouvelle étape dans l'établissement de son autorité. Le Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre a rendu public, jeudi 4 décembre, des résolutions annonçant la création d'un Conseil national de transition et la rédaction d'une charte de transition. Ces organes sont censés restaurer la légalité constitutionnelle dans le pays. Le Conseil national de transition est présenté comme un organe politique de concertation. Sa mission principale sera de préparer les instruments de la transition et d'exercer un contrôle sur les organes de pouvoir et leurs activités. L'ex-président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, évincé à la suite d'un coup d'État militaire, a de son côté finalement trouvé un refuge sûr au Maroc, où le roi Mohamed VI a accepté de l'accueillir. Son arrivée à Rabat mercredi marque une nouvelle étape dans la crise politique bissau-guinéenne et renforce une fois de plus le rôle du Maroc comme terre d'accueil des dirigeants en exil et acteur clé de la stabilité régionale. Selon plusieurs sources concordantes, Embalo a quitté Bissau à bord d'un avion spécialement dépêché par le Sénégal, puis Brazzaville avant de rejoindre Rabat sous protection marocaine. À l'aéroport international de Ndjili, en République démocratique du Congo, une foule impressionnante a accueilli le président Tshisekedi. Jeudi, à peine l'accord signé, André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, appelait les partis politiques, associations et personnalités de la coalition au pouvoir à réserver un accueil triomphal au père de la nation. Pour l'Union sacrée pour la nation, la signature de Washington constitue un accord historique visant à mettre fin à 30 ans de guerre d'agression. Retrait des troupes rwandaises, neutralisation simultanée des FDLR, mise en place d'un cadre de suivi international. La ministre congolaise des Affaires étrangères insiste toutefois que le processus sera graduel, sérieux et rigoureux. Nous sommes conscients des grandes attentes des Congolais. La diplomatie congolaise reconnaît cependant que sur le terrain, aucune amélioration immédiate n'est constatée. Les lignes de front demeurent actives et aucune mesure de confiance n'a encore vu le jour. La classe politique congolaise a diversement accueilli. Dans l'opposition, le ton est largement critique. Martin Fayoulou dénonce ce qu'il qualifie de désaccord de Washington, estimant que le processus ne répond pas aux attentes nationales. Prince Epenge, cadre de l'Amouka, regrette l'absence de mécanismes contraignants, affirmant que la partie qui ne respecterait pas l'accord n'a rien à craindre. Christian Wando, proche de Moïse Katumbi, plaide pour un dialogue national inclusif afin de compléter l'accord et de renforcer sa légitimité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chancelier allemand Friedrich Merz n'ont jusqu'à présent pas réussi à convaincre le premier ministre belge, Bart de Wever, d'accepter le plan de la Commission européenne visant à saisir les avoirs russes immobilisés sous couvert d'un prêt de réparation à l'Ukraine. Nous avons eu des échanges très constructifs sur ce sujet, a écrit Ursula von der Leyen sur X. Nous avons convenu de poursuivre nos discussions dans le but de parvenir à un consensus lors du Conseil européen du 18 décembre. Auparavant, Bruxelles avait accueilli une réunion des ambassadeurs des 27 États membres de l'Union européenne, au cours de laquelle l'initiative de la Commission européenne visant à saisir les avoirs souverains russes a été examinée. Cette réunion n'a elle aussi abouti à aucun résultat concret. Le chancelier allemand Friedrich Merz a promis au premier ministre belge Bart de Wever que tous les membres de l'Union européenne partageaient les risques auxquels la Belgique serait confrontée si les avoirs russes immobilisés étaient utilisés dans l'intérêt de l'Ukraine. La vulnérabilité particulière de la Belgique concernant l'utilisation des avoirs russes gelés est indiscutable et doit être traitée de manière à ce que tous les États européens supportent le même risque, a déclaré Merz, selon le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Cornelius. Selon Cornelius, les trois responsables étaient unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de temps à perdre en ce qui concerne le soutien au gouvernement de Kiev. Ils ont convenu de poursuivre les consultations afin de parvenir à un compromis mutuellement acceptable sur la question d'ici la réunion du Conseil européen le 18 décembre.
Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Rustem Umarov, qui dirige la délégation de son pays dans les pourparlers de règlement du conflit, devait rencontrer à nouveau vendredi l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et l'homme d'affaires américain et gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, a rapporté un média ukrainien citant une source proche des négociations. Une nouvelle réunion entre Rustem Umarov et le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Andrei Ignatov, ainsi que la délégation américaine était prévue le même vendredi, ont indiqué des sources. Selon elle, une autre série de pourparlers sur les prochaines étapes du processus de paix devait se tenir en Floride dans l'après-midi. La précédente rencontre entre la délégation ukrainienne et américaine a eu lieu le 4 décembre. Aucune des parties n'a fait de commentaires. Volodymyr Zelensky, de son côté, a démis de ses fonctions son ancien chef de cabinet Andrei Yermak, en difficulté du Conseil national de sécurité et de défense et du quartier général du commandement suprême des forces armées, selon des décrets publiés sur son site internet. Les décrets présidentiels entreront en vigueur dès leur publication. Auparavant, les médias et les hommes politiques ukrainiens avaient souligné à plusieurs reprises que malgré sa démission du poste du chef de cabinet de Zelensky, Yermak avait conservé son poste au sein du Conseil de sécurité et de défense et du quartier général du commandement suprême des forces armées. C'est tout pour ces 18h. Merci à vous d'avoir suivi et excellent week-end en compagnie de nos programmes.